Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un moment clé de l'histoire du XXe siècle. Oui, on va parler de l'Inde des années 1930 et de ce grand mouvement de désobéissance civile lancé par Gandhi. Exactement. Alors, le contexte, pour commencer, c'est important. On est sous domination britannique, bien sûr. Le climat politique est assez électrique. Oui, et il y a eu cet élément déclencheur, ou en tout cas qui a jeté de l'huile sur le feu, la commission Simon. Ah oui, cette commission britannique venue étudier la réforme constitutionnelle, mais sans aucun membre indien. Voilà, c'était perçu, et à juste titre, comme une profonde marque de mépris. Ça a vraiment exacerbé les tensions. Et à ce moment-là, les Britanniques, leur attitude vis-à-vis du Congrès national indien, c'était quoi? Plutôt l'ignorance? Au départ, oui, on peut dire ça. Il y avait une tendance à sous-estimer, à ne pas vraiment prendre au sérieux les revendications du Congrès. Ils pensaient peut-être que ça passerait. D'accord, donc notre but aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ce mouvement, comprendre sa nature profonde, la philosophie de Gandhi qui le sous-tend. Le satyagraha, la himsa, des concepts clés. Oui, voir comment les Britanniques ont réagi face à ça. Et puis, bien sûr, l'impact que ça a eu sur l'Inde, et même au-delà. Absolument. Alors, ce mouvement, il est officiellement lancé le 12 mars 1930. Gandhi part de son ashram Sabarmati. C'est le début de quelque chose d'énorme, mais qui repose sur des principes très clairs, n'est-ce pas Sam? Tout à fait. Le cœur de la démarche, c'est le refus d'obéir à des lois jugées injustes. L'exemple le plus célèbre, c'est la loi sur le sel. Le sel, un produit de base essentiel. Pourquoi spécifiquement le sel? Justement parce que c'était essentiel et que le gouvernement britannique en avait le monopole et le taxait lourdement. Ça touchait tout le monde, les plus pauvres en premier lieu. C'était un symbole très puissant d'injustice coloniale. Et donc, le refus d'obéir, mais couplé à des méthodes très spécifiques. L'ahimsa, la non-violence. Oui, l'ahimsa, c'est fondamental. C'est pas juste ne pas frapper, c'est refuser de nuire, en pensée, en parole, en acte. Et puis, le satyagraha. Qu'on traduit souvent par force de la vérité ou force de l'âme. C'est ça. C'est l'idée qu'il y a une force inhérente à la vérité et à l'amour, et que cette force, bien appliquée, peut vaincre l'oppression. C'est une démarche active. Active, oui, parce que souvent, on imagine la non-violence comme quelque chose de passif, d'attentiste. Mais là, pas du tout. Par quoi? Le boycott? Le boycott des produits étrangers, notamment britanniques. Oui, mais aussi le boycott des institutions. Les écoles, les tribunaux, les postes administratifs tenus par les Britanniques. L'idée était de paralyser le système, de montrer qu'il ne pouvait pas fonctionner sans la coopération des Indiens. Et le non-paiement des impôts, ça aussi. Oui, le refus de payer certaines taxes, comme celle sur le sel justement, mais potentiellement d'autres aussi. Et puis, il y avait les marches pacifiques. Et là, on arrive à l'épisode le plus marquant, sans doute. La marche du sel. Oh oui, la marche du sel. Un événement absolument iconique. Gandhi et quelques dizaines de disciples au départ qui marchent pendant 24 jours. 2400 miles, c'est ça? De Sabarmati jusqu'à la mer, à Dandi. Exactement. Pour aller symboliquement récolter du sel sur la plage, et donc défier ouvertement le monopole britannique. Et cette marche, elle a eu un retentissement énorme. Comment on explique ça? D'abord par la simplicité et la force du symbole, comme on disait. Le sel, ça parle à tout le monde. Ensuite, par la couverture médiatique. Gandhi était déjà une figure connue internationalement. Il savait utiliser les médias, en quelque sorte. Disons qu'il comprenait l'importance de rendre visible l'injustice. La marche était un spectacle médiatique, au bon sens du terme. Les journalistes du monde entier suivaient. Et puis, il y a eu la participation populaire, non? Ah oui, c'est crucial. Au fur et à mesure que la marche avançait, des milliers de personnes se joignaient ou saluaient les marcheurs au passage. Ça a galvanisé le pays. Et après l'arrivée à Dundee, le mouvement de fabrication et de vente illégale de sel s'est répandu partout en Inde. Et ce qui est frappant, c'est que cette mobilisation a inclus massivement les femmes. Oui, c'est un point très important souligné dans les documents. Les femmes sont sorties de leur rôle traditionnel pour participer activement aux manifestations, au boycott, à la fabrication du sel. C'était aussi une forme d'émancipation. Malgré la répression qui n'a pas tardé, j'imagine. Non, la répression a été très forte. Mais ce qui est noté, c'est la discipline incroyable des manifestants, des satyagrahis. Ils subissaient les coups, les arrestations, sans répondre par la violence. C'est ça qui est peut-être le plus difficile à comprendre et à maintenir, cette discipline dans la non-violence face à la violence directe. Oui, ça demande une force morale et une conviction extraordinaire. Les récits de l'époque décrivent des scènes où des manifestants s'avançaient calmement vers les lignes de police, sachant qu'ils allaient être frappés,
et il se laissait faire sans broncher. C'était très déstabilisant pour les forces de l'ordre aussi. On note une différence par rapport à des mouvements précédents qui avaient pu connaître des dérapages violents, hein. Oui, il y avait eu des expériences passées où la violence avait éclaté, et Gandhi avait même interrompu des campagnes à cause de ça. Là, en 1930, il y a une insistance énorme sur la discipline non violente, et globalement, elle a été remarquablement tenue. Et il y avait un autre symbole fort associé à ce mouvement, le rouet. Le charka, oui. Pour filer le caddie, ce tissu filé et tissé à la main, c'était plus qu'un symbole économique. C'était l'autosuffisance, le refus des produits manufacturés britanniques. Exactement. C'était un acte de résistance économique, mais aussi un symbole d'unité, de dignité retrouvée par le travail manuel, et une façon pour chacun, même le plus humble, de participer à la lutte pour l'indépendance, le Swaraj. Filer le caddie devenait un devoir patriotique. Revenons un instant sur la philosophie elle-même. Le satyagraha, cette force de la vérité, ce n'est donc pas une simple résistance passive. Non, le terme résistance passive est même rejeté par Gandhi. Pour lui, c'est une force active, basée sur la conviction que la vérité et l'amour sont les forces les plus puissantes de l'univers. Il s'agit de toucher la conscience de l'adversaire, de le convertir, pas de le contraindre par la force. Et l'ahimsa, la non-violence, c'est le moyen pour atteindre cette vérité ultime. C'est le moyen et le but, en quelque sorte. C'est la loi fondamentale. Ne pas nuire à aucun être vivant. C'est une exigence très élevée, qui demande une transformation intérieure. Gandhi disait que la non-violence n'est pas une arme pour les faibles, mais pour les plus forts moralement. Et cette philosophie, elle ne sort pas de nulle part. Les textes mentionnent des influences Cui, Thoreau, Tolstoï, Ruskin. Oui, Gandhi était un grand lecteur, et il a puisé chez ses penseurs, mais aussi dans les traditions indiennes, comme le jaïnisme, avec son insistance sur l'ahimsa ou les Upanishads. Mais ce qui est crucial, c'est qu'il n'a pas fait que théoriser. Et l'a expérimenté. Voilà. Toute sa vie a été une série d'expériences de vérité, comme il disait. Ses luttes en Afrique du Sud ont été un laboratoire incroyable pour développer et affiner ses méthodes. La théorie et la pratique étaient indissociables chez lui. L'action a été toujours adaptée aux circonstances spécifiques. Il insiste aussi beaucoup sur l'engagement personnel, les vœux. Oui, pour lui, la transformation de la société passait par la transformation individuelle. Les vœux, pauvreté, vérité, non-violence, célibat, etc., faisaient partie de cette discipline personnelle nécessaire pour mener à bien le satyagraha. C'était un engagement total. Fascinant. Alors face à cette stratégie, cette mobilisation, cette force morale, comment les Britanniques ont-ils réagi concrètement ? On a dit qu'ils avaient sous-estimé au début. Oui, au début, il y a eu un mélange de perplexité et de dédain. Certains officiels britanniques trouvaient ça un peu ridicule, cette histoire de marcher pour du sel. Ils pensaient que ça n'aurait aucun impact réel. Mais ils ont vite déchanté, j'imagine. Assez vite, oui. Quand ils ont vu l'ampleur de la mobilisation, la couverture médiatique internationale et surtout la détermination pacifique des manifestants face à la répression, ils ont compris que c'était sérieux. Très sérieux. Et là, la politique change. Oui, le gouvernement du vice-roi, Lord Erwin, passe à la répression dure. Des dizaines de milliers de personnes sont arrêtées. Gandhi lui-même est arrêté en mai 1930. Et la violence policière ? Elle a été largement utilisée. Les témoignages et les reportages de l'époque décrivent des charges brutales contre les manifestants pacifiques, notamment lors des tentatives pour occuper les marais salants. Des images choquantes qui ont fait le tour du monde et ont plutôt nui à l'image de l'Empire britannique. Paradoxalement, la répression violente contre des manifestants non violents renforçait la cause de Gandhi. Exactement. C'est un des mécanismes du satyagraha, exposer l'injustice et la brutalité du système par la souffrance auto-infligée et pacifique. Ça met l'oppresseur dans une position moralement intenable, surtout aux yeux de l'opinion publique internationale. Malgré tout, le mouvement a fini par être suspendu, non ? Avec le pacte Gandhi-Irwin. Oui, en mars 1931. Après des mois de lutte et de répression, des négociations s'ouvrent entre Gandhi et le vice-roi. Le pacte prévoit la libération des prisonniers politiques, sauf ceux accusés de violence, et autorise la récolte de sel pour usage personnel. En échange, Gandhi accepte de suspendre le mouvement de désobéissance civile et de participer à la deuxième conférence de la table ronde à Londres. Donc une sorte de compromis, mais est-ce que ce mouvement a vraiment fait bouger les lignes sur le fond, sur quel a été l'impact à plus long terme ? L'impact a été considérable, même si l'indépendance n'est pas arrivée tout de suite, bien sûr.
Premièrement, comme vous le disiez, ça a forcé les Britanniques à changer d'attitude. À reconnaître le Congrès comme un interlocuteur incontournable. Voilà, ils ne pouvaient plus l'ignorer. Le fait que Gandhi soit invité à négocier directement avec le vice-roi, puis à participer à la conférence de Londres aux côtés d'autres délégués indiens, c'était une reconnaissance politique majeure. Et sur le plan interne en Inde, Ça a eu un effet fédérateur énorme. Le mouvement a touché toutes les régions, toutes les couches sociales. Ça a vraiment renforcé le sentiment d'unité nationale autour de la lutte pour l'indépendance. Les gens ont pris conscience de leur force collective. l'idée d'autosuffisance, le caddie, ça a aussi contribué à ça. Oui, ça a développé l'autodiscipline, la confiance en soi, l'idée qu'on pouvait construire une alternative au système colonial. C'était une forme d'autonomisation des masses très importante. Et puis, il y a l'héritage mondial, on l'a un peu évoqué. Ah oui, l'héritage est immense. La stratégie de Gandhi, cette résistance non violente organisée, a inspiré des mouvements de libération et de droits civiques partout dans le monde au XXe siècle. On pense évidemment à Martin Luther King Jr. aux États-Unis. Oui, King a explicitement reconnu sa dette envers Gandhi. Il a adapté les principes du satyagraha à la lutte contre la ségrégation raciale. Et Nelson Mandela en Afrique du Sud. Mandela aussi, au début de sa lutte contre l'apartheid, a été influencé par les tactiques non violentes. Même si le contexte sud-africain l'a ensuite conduit à envisager d'autres formes de lutte, l'inspiration gandhienne initiale est indéniable. Donc, cet épisode de 1930, ce n'est pas juste une page de l'histoire indienne. Non, c'est vraiment un moment qui a démontré au monde entier la puissance potentielle d'une résistance basée sur des principes moraux et la non-violence, même face à un empire puissant. Ça a prouvé qu'une force collective, disciplinée et déterminée pouvait réellement infléchir le cours de l'histoire. Donc, si on devait résumer l'essence de ce que ces documents nous apprennent sur ce mouvement, c'est cette combinaison unique d'une philosophie profonde, le satyagraha et l'ahimsa, avec une stratégie d'action de masse très concrète et très disciplinée. Oui, et une capacité à mobiliser le peuple autour de symboles forts, comme le sel ou le rouet, et à tenir bon face à une répression sévère. C'est ça qui a fini par ébranler l'Empire et à transformer le paysage politique. Une transformation qui a mis du temps, mais dont les fondations ont été solidement posées par ce mouvement. Tout à fait. Ça a changé la perception que les Indiens avaient d'eux-mêmes et la perception que le monde avait de la lutte pour l'indépendance. Ce qui nous amène peut-être à une réflexion finale pour aujourd'hui. On voit bien la puissance qu'a pu avoir cette stratégie dans ce contexte historique précis. Mais aujourd'hui, Oui, la question se pose. Face aux formes contemporaines d'injustice, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, environnementales, quelle place une stratégie de désobéissance civile, massive et non violente, pourrait-elle encore occuper ?